Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous invitons Mathilde Pourtois, doctorante en économie à l'Institut de recherche économique et sociale de l'UC Louvain, dont la thèse est financée par l'IWEPS. Bonjour Mathilde. Bonjour Aurélie. Et Mathieu Delpierre, chargé de recherche à l'IWEPS. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes co-auteur avec Muriel de Gemep, qui est professeur d'économie à l'UC Louvain, d'un rapport d'évaluation qui a pour titre « Quels effets des aides à l'embauche sur l'emploi des jeunes faiblement scolarisés en Wallonie ? Une évaluation d'impact du subside Impulsion moins de 25 ans ». Alors, pourriez-vous commencer par nous dire en quelques mots l'origine de ce projet d'évaluation, Mathilde ? Oui, alors tout d'abord, ce projet il est issu d'une collaboration entre l'IWEPS et l'Institut de recherche économique et sociale de l'UC Louvain. Il fait partie d'un projet de recherche plus global sur la question de l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi en Belgique et plus particulièrement en Wallonie. Ce rapport en particulier, il part du constat que le taux de chômage des jeunes qui n'ont pas fini ou qui ont tout juste fini leurs études secondaires supérieures, c'est un défi qui est encore assez important dans beaucoup de pays européens et notamment en Wallonie. Je vais d'abord commencer par définir ce public dont on va parler tout au long de ce podcast. C'est les jeunes peu scolarisés. Donc quand on va parler de jeunes peu scolarisés, c'est des individus qui ne sont pas diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Et on va aussi parler des jeunes moyennement scolarisés. Et là, on fera référence à ces jeunes qui ont tout juste été diplômés de l'enseignement secondaire supérieur, mais qui n'ont pas de diplôme d'enseignement supérieur comme l'université. Ce public peu et moyennement scolarisé, on voit qu'il a un taux de chômage qui est assez élevé. En région wallonne, en 2022, le taux de chômage des jeunes peu scolarisés, il était de 35%. Celui des moyennement scolarisés, il était de 25%. Et si on le compare au taux de chômage de la population de tout âge et de tout niveau de qualification, c'est assez élevé car pour cette population, c'est seulement 6%. Ce taux de chômage, il cache bien sûr une hétérogénéité parce que parmi ces jeunes peu et moyennement qualifiés, il y a des individus qui sont issus par exemple de filières professionnelles ou techniques qui vont facilement trouver un emploi, mais il y en a d'autres qui vont faire face à de grandes difficultés pour trouver un emploi. Mais malgré tout, au global, ce taux de chômage, il est assez important et de nombreuses recherches ont montré qu'avoir des épisodes de chômage très jeunes dans sa carrière, ça a une série de conséquences négatives à long terme sur notamment le revenu, mais aussi le chômage plus tard. Et ça justifie le fait qu'on s'intéresse prioritairement à ces jeunes qui sont peu scolarisés. Et les politiques publiques et le politique s'intéressent également à cette population. Et c'est pour ça qu'une mesure largement répandue qui a été mise en place en Wallonie, c'est de mettre en place des aides à l'embauche pour ces jeunes qui sont peu scolarisés pour réduire le coût du travail des employeurs et inciter ces employeurs à recruter les personnes de ce groupe particulier. Et donc, des aides à l'embauche pour ces jeunes peu et moyennement qualifiés ont été mises en place en 2017, en juillet 2017 en Wallonie, afin de stimuler le recrutement des jeunes peu qualifiés. Et dans ce rapport, ce qu'on a voulu voir simplement, c'est est-ce que ces aides qui ont été mises en place, est-ce qu'elles ont été efficaces pour améliorer l'emploi de ces jeunes qui font face à des difficultés pour trouver un emploi. Est-ce que, Mathieu Delpierre, vous pourriez nous expliquer pourquoi finalement on soutient financièrement l'embauche ? Mais comme vient de l'expliquer Mathilde, le but c'est vraiment de donner une incitation aux employeurs à favoriser certains profils. Et il y a deux raisons, en tout cas sur le plan théorique, qui peuvent, selon lesquelles ça peut fonctionner. La première raison, c'est le manque d'information. Donc l'employeur n'a pas d'information sur le demandeur d'emploi auquel il est confronté, parce qu'on est face souvent à un jeune peu diplômé qui n'a peut-être pas d'expérience de travail et qui n'a donc pas eu l'occasion de faire ses preuves. On peut aussi avoir un jeune qui a déjà connu plusieurs épisodes de chômage et là, dans ce cas-là, il envoie vraiment un signal négatif à l'employeur. Donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment une forme... Inciter l'employeur financièrement, c'est une forme d'assurance, c'est le subsidier pour la sélection que ça lui permettra d'opérer parmi les demandeurs d'emploi.
Et la deuxième raison, ce serait alors vraiment un manque de productivité intrinsèque de ces personnes-là. Et là, leur donner la chance d'avoir une expérience d'emploi pourrait leur permettre de gagner en productivité par cette expérience d'emploi. Et dans votre rapport, vous avez évalué une aide à l'embauche bien spécifique, l'allocation de travail impulsion moins de 25 ans. De quoi s'agit-il exactement ? L'aide impulsion moins de 25 ans, elle s'adresse aux demandeurs d'emploi qui sont peu scolarisés et qui ont moins de 25 ans. Donc, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, il y a deux publics un peu différents qui sont ciblés par cette aide. Il y a d'abord les peu scolarisés, donc qui n'ont pas fini l'enseignement secondaire supérieur. Et eux, ils vont être éligibles à cette aide à l'embauche après 1 jour de chômage seulement. Donc, quand ils vont s'inscrire en l'occurrence au Forum. Donc ils vont s'inscrire lundi au Forum. Si mardi ils trouvent un emploi, l'employeur peut directement bénéficier de cette aide à l'embauche. Il n'y a pas de temps d'attente nécessaire. En revanche, pour les jeunes moyennement scolarisés qui ont terminé l'enseignement secondaire supérieur, il faut attendre 6 mois pour être éligible à l'aide. Et cette aide, elle va ensuite durer 3 ans. Elle prend la forme d'une allocation de travail qui est dégressive. Donc, pendant les 2 premières années, elle est équivalente pour un équivalent temps plein à 500 € par mois de réduction du coût du travail pour l'employeur. Ça, c'est pendant les 2 premières années. Durant la dernière année, sur les 6 premiers mois, c'est 250 € et sur les 6 derniers mois, c'est 125 €. Si on compare cette aide pour les 2 premières années au revenu mensuel minimum garanti, ça fait une réduction du coût du travail de 25% pour l'employeur. Oui, il serait intéressant d'avoir quelques chiffres concernant ces bénéficiaires. Oui, donc l'aide, elle a été mise en place en juillet 2017 et dans les 2 années et demie qui ont suivi la mise en place de cette aide, il y a environ 25 000 individus différents qui ont bénéficié de ce subside à l'embauche et 2 tiers d'entre eux ont un profil moyennement scolarisé. Le dernier tiers sont des individus peu scolarisés. Les principaux secteurs qui ont utilisé ces aides à l'embauche, c'est tout d'abord le secteur de la vente. Ensuite, on a aussi la restauration, l'industrie alimentaire. Et pour les individus moyennement qualifiés, on voit aussi que le secteur de la construction prend une part importante. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que peu importe le secteur, on voit que ces aides à l'embauche, elles sont beaucoup utilisées par les agences de travail intérimaires. Parmi les jeunes qui ont bénéficié d'un subside à l'embauche, 50% d'entre eux ont été recrutés par une agence de travail intérimaire. Et ce qui est aussi intéressant à voir dans les chiffres, et on reviendra par la suite dessus, c'est que si cette aide, comme je l'ai dit juste avant, dure 3 ans, on voit en réalité que elle n'est pas utilisée pendant 3 ans. C'est pour des contrats de travail qui sont plus courts. Alors ce subside impulsion moins de 25 ans, c'est pas la seule aide à l'embauche en Wallonie. Il existe notamment d'autres subsides comme impulsion 12+. Celle-ci, elle ne vise pas les individus peu scolarisés, mais elle vise les chômeurs de longue durée, peu importe leur âge et peu importe leur niveau d'éducation. C'est une aide qui est très similaire à l'impulsion moins de 25 ans, mais simplement, elle est moins généreuse car elle dure moins longtemps. Comme vous me l'avez expliqué en préparant ce podcast, pour commencer une évaluation de politique publique, il faut avant tout savoir ce qu'on évalue en posant une question évaluative. Alors, quelle était cette question pour votre étude, Mathieu ? On se demande si, tout simplement, les perspectives d'emploi des jeunes qui sont ciblés par la mesure ont été améliorées par la politique. Donc, je vais d'abord préciser quelles mesures on prend pour cet impact. Donc, on va regarder 2 choses. On va regarder les transitions vers l'emploi à court terme. Donc, il s'agit ici de savoir si dans l'année qui suit le début d'un épisode de chômage, donc l'arrivée au chômage, il y a eu, oui ou non, un retour à l'emploi. Donc là, on va parler du taux de retour à l'emploi. Et la deuxième mesure qu'on prend, c'est de compter le nombre de mois en emploi dans un horizon de 2 ans et demi. Donc c'est vraiment une mesure d'intensité, du temps passé à l'emploi. Et alors pour repréciser la question, donc on va regarder l'impact sur ces 2 résultats, mais l'idéal serait de comparer donc ce qu'il est advenu pour ces jeunes en présence de la politique, mais il faudrait savoir ce qui se serait passé si la politique n'existait pas. Et là, de là vient toute la difficulté d'évaluation, et donc là, il y a des méthodes qu'on mobilise et qui vont nous permettre de contourner cette difficulté.
Quelle méthode d'évaluation avez-vous utilisée pour répondre à cette question? Alors justement, donc je vais commencer par en 2 mots dire ce qu'on ne peut pas faire, qui ne permet pas de répondre à la question. Donc, ce qui paraîtrait intuitif, ce serait d'abord de regarder, de simplement compter les bénéficiaires et de se dire, grâce au subside, ces personnes sont en emploi. Mais en fait, ce n'est pas correct puisque, comme je le disais, on ne peut pas observer ce qui se serait passé sans la politique. Donc même si on dénombre un nombre important de personnes bénéficiaires, ce sont des gens qui peut-être seraient passés à l'emploi sans le subside. Alors, ce qu'on ne peut pas faire non plus, c'est comparer des bénéficiaires et des non-bénéficiaires pour la raison toute simple que tous les bénéficiaires, par définition, ont trouvé un emploi, ce qui leur a permis d'activer le subside. Donc, ils ne sont pas comparables aux non-bénéficiaires. Donc, l'idée est de pouvoir délimiter ce qu'on appelle un groupe de traitement, donc les personnes qui potentiellement sont bénéficiaires. En fait, on va se concentrer sur les personnes éligibles à la politique, qu'elles puissent, oui ou non, trouver un emploi au final, et un groupe de comparaison qu'on appelle groupe de contrôle. Et donc, ce qu'on a utilisé pour délimiter ce groupe de contrôle, c'est le critère de l'âge, puisque comme l'expliquait Mathilde, les moins de 25 ans ont accès à la mesure, les plus de 25 ans n'y ont pas. On va comparer les éligibles et les non éligibles en prenant donc le soin de comparer des gens les plus comparables possibles, donc qui sont similaires en termes de niveau d'éducation, en termes d'historique de chômage et d'autres caractéristiques. Pourquoi ? Parce qu'on va les regarder très proches de ce seuil d'âge. Donc, la seule chose qui va les différencier, c'est le fait d'être juste un petit peu plus jeune que 25 ans ou juste un petit peu plus vieux que 25 ans. Et donc, on va d'abord vérifier si ceux qui ont qui ont fêté leur anniversaire de 25 ans ont effectivement une probabilité bien plus faible de bénéficier d'un subside. Donc, normalement, c'est le cas parce que les plus jeunes ont accès à impulsion moins de 25 ans. Les plus âgés ont accès à impulsion 12+, qui est moins généreux et surtout auquel ils ne peuvent prétendre qu'après 1 an d'inoccupation. Si la différence se manifeste dans la probabilité de bénéficier du subside, et si le subside est efficace, on devrait voir aussi une discontinuité, une rupture à 25 ans dans les probabilités d'emploi. Et donc, c'est ça qu'on va examiner. Alors, il y a un petit point d'attention, c'est que on mesure vraiment un effet local. Donc, à strictement parler, on ne peut pas tirer de conclusion pour des gens qui seraient très différents, donc des très jeunes, par exemple 18 ans, qui sortent de l'école. Eux, on ne peut pas vraiment... techniquement étendre nos résultats, même si on a de bonnes raisons de penser que les résultats tiennent largement, mais techniquement, ça se limite à un effet local. Et alors, pour terminer, je dirais qu'on a utilisé, et là, nous remercions aussi le Forum qui a collaboré avec nous dans le cadre de cette étude et nous a fourni des données individuelles de jeunes demandeurs d'emploi et on travaille donc sur un échantillon de 55 000 jeunes qui sont entrés au chômage entre juillet 2017 et juin 2019. Les données ont bien sûr été anonymisées et on travaille sur leur parcours pour évaluer les effets de la politique. Et donc, comme vous venez de nous l'expliquer, pour que votre méthode d'évaluation fonctionne, il faut d'abord que vous puissiez vérifier que les moins de 25 ans ont plus de chances de bénéficier d'une aide, d'un subside. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on vérifie, c'est ce qu'on a pu vérifier directement dans les données. Donc, on voit en effet que les jeunes qui ont moins de 25 ans, ils ont une chance plus élevée de bénéficier d'un subside, de bénéficier d'une aide à l'embauche. Et l'objectif suivant, c'était de vérifier si cette chance supérieure de bénéficier d'un subside, elle leur a aussi permis d'avoir plus d'opportunités d'emploi. Oui, donc, alors finalement... quels sont les résultats que vous avez pu observer ? Est-ce qu'on peut dire que le subside impulsion moins de 25 ans a eu des effets positifs sur l'emploi des jeunes ? Alors, quand on a regardé l'emploi, on a regardé 2 choses. Donc, premièrement, on a regardé le taux de retour à l'emploi dans l'année qui a suivi l'inscription au chômage. Et là, on voit que donc, parmi les individus qui sont peu scolarisés, il y a 63% d'individus qui vont retrouver un emploi dans l'année suivant l'entrée au chômage. Et parmi les moyennement scolarisés, il y a 70%. Mais malheureusement, on ne voit pas de différence significative pour les jeunes qui ont tout juste moins de 25 ans, donc qui sont éligibles à l'impulsion moins de 25 ans. On ne voit pas de différence entre eux et ceux qui ne sont pas éligibles. Ça, c'est pour le taux de retour à l'emploi. Malgré tout, comme je l'ai dit au début du podcast, cette aide, elle dure 3 ans. Donc, on s'est dit, oui, peut-être que l'aide n'a pas aidé les individus à trouver plus d'emplois,
mais peut-être que ça leur a permis de rester en emploi plus longtemps. Parce que comme ils sont subsidiés pendant 3 ans, peut-être que l'employeur s'est dit, il est subsidié, il est déjà chez moi, je vais le garder plus longtemps. Et donc, on a voulu regarder aussi l'emploi cumulé. On a simplement regardé le nombre de mois que le jeune a passé en emploi jusqu'à 30 mois après son entrée en chômage. Et là, non plus, on n'a pas vu de différence significative entre les individus qui sont éligibles à l'impulsion moins de 25 ans et ceux qui ne le sont pas. Donc, si je résume tout ce qu'on vient de dire dans la discussion qui précède, c'est oui, on voit qu'il y a des embauches subsidiées qui ont lieu. Il y a plus d'embauches subsidiées parmi les gens qui ont moins de 25 ans. Mais malheureusement, ces embauches, elles ne permettent pas d'améliorer le taux de retour à l'emploi ni d'augmenter la durée passée en emploi. Simplement, ce qu'on voit dans les données, c'est que les embauches qui ont eu lieu avec le dispositif Impulsion sont des embauches qui auraient même eu lieu en l'absence de ce dispositif. Et c'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine. En d'autres mots, le but de ce subside à l'embauche, c'était d'inciter les employeurs à recruter plus parmi ce public, mais le subside n'a pas changé le comportement des employeurs. Pour bien comprendre ce résultat, vous m'expliquez qu'il est important d'analyser de manière distincte la situation des jeunes peu scolarisés et celle des jeunes moyennement scolarisés. Oui, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, finalement, ces jeunes peu scolarisés et moyennement scolarisés, ça regroupe toute une série de personnes. C'est pas un public homogène et d'ailleurs, ça se reflète également dans les conditions d'éligibilité. Il y en a qui vont être éligibles directement et d'autres qui devront attendre 6 mois parce qu'on estime peut-être qu'ils ont plus de chances de trouver un emploi. Donc, comme il y a des critères différents et que c'est des publics assez différents, ça justifie le fait d'analyser les résultats de manière distincte parce que l'interprétation des résultats n'est pas la même. Donc, je vais commencer par les individus qui sont peu qualifiés. Ici, les résultats qu'on a trouvés, donc les effets d'aubaine, ils concordent avec la littérature passée sur le sujet qui montre que si la cible est trop large, ça augmente le risque d'effet d'aubaine. Donc ici, je parle de cible trop large et c'est simplement le fait que les individus qui n'ont pas terminé leurs études secondaires supérieures, ils vont être éligibles directement à l'aide. Or, on sait que parmi ce groupe cible, il y en a qui sont capables de décrocher un emploi assez rapidement, même sans avoir accès à cette aide. Mais ici, comme ils sont éligibles dès le premier jour, on dit que la cible est large car on cible également des gens qui auraient trouvé un emploi assez rapidement en l'absence de l'aide. Et ceci, ça peut engendrer des comportements opportunistes qui font que l'employeur va bénéficier de l'aide, même si en l'absence de celle-ci, il aurait quand même réalisé cette embauche. Alors, nos résultats sur les peu qualifiés, ils rejoignent aussi d'autres résultats dans la littérature qui concluent, des études qui concluent que mettre l'accent sur un retour rapide à l'emploi n'est pas à lui seul une solution efficace pour favoriser l'insertion d'un jeune qui est peu qualifié. Parce que la priorité, dans le cadre de ce public, c'est plus avoir un socle de compétences suffisant. Si les compétences qu'ont ces jeunes ne sont pas jugées suffisantes par les entreprises, même avec un subside à l'embauche, l'employeur ne va pas vouloir les recruter parce qu'ils n'ont simplement pas les compétences dont il a besoin. Donc on voit que pour ce type de public, ça peut être plus pertinent de se focaliser vraiment sur les formations. Voilà, des formations qui vont donner des compétences recherchées par les employeurs. Pour les moyennement qualifiés, en revanche, les explications que je viens de fournir, elles ne viennent pas parce qu'on voit que pour eux, il y a un critère de durée d'inoccupation de 6 mois qui est imposé. Donc là, la cible est déjà plus étroite. Et ensuite, on voit que parmi les individus moyennement qualifiés, il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des filières techniques et professionnelles qui fournissent quand même des compétences qui sont assez valorisées par les employeurs. Donc, pour trouver une explication aux FN pour les moyennement qualifiés, on a été regarder du côté d'une étude récente, qui est une étude qui a analysé le subside win-win, qui était un subside à l'embauche mis en place juste après la crise financière. Donc, il a été mis en place en 2010 et en 2011 en Belgique. Ce subside, il visait aussi également les jeunes peu et moyennement qualifiés.
Et si on compare ce subside à notre subside impulsion, on voit qu'il y a deux différences principales qui peuvent peut-être expliquer la présence de ces effets d'aubaine dans notre cas, mais pas dans le cas de win-win. Le premier, c'est le montant du subside. Donc, win-win, c'était un subside d'un montant beaucoup plus important, 2 fois plus important qu'impulsion, mais sur une période beaucoup plus courte. Et ensuite, comme je l'ai dit juste avant, le subside win-win, il avait été mis en place juste après la crise, dans une phase de reprise économique. Et nos subsides impulsion, il a été mis en place dans une période économique où la croissance était assez vigoureuse, le taux de chômage était en baisse et on voit aussi que donc ça peut favoriser l'apparition d'effets d'aubaine. Donc win-win, c'était juste après la crise de 2008 et impulsion en 2017. Voilà, tout à fait. Et donc on voit en comparant ces deux subsides que quand on met en place une aide à l'emploi, il faut aussi regarder le contexte économique dans lequel on se trouve. Depuis le 1er juillet 2023, le dispositif Impulsion moins de 25 ans a été réformé. Que pensez-vous de la réforme du dispositif Impulsion, Mathieu Delpierre ? D'abord expliquer en 2 mots en quoi elle a consisté. Donc l'idée était d'introduire un critère supplémentaire qui était de demander aux employeurs de proposer un contrat de minimum 2 mois afin de bénéficier du subside. Et donc de facto, cette réforme, elle a exclu tout le secteur de l'intérim qui, comme on l'a dit, représente une part très importante à la fois dans les bénéficiaires, parmi les bénéficiaires du subside, mais parmi les jeunes d'une manière générale. Donc on peut illustrer cela en disant que dans notre échantillon, parmi les jeunes d'environ 25 ans justement, qui trouvent un emploi dans l'année après le début d'un épisode de chômage, eh bien, dans les peu scolarisés, 52% iront vers un contrat intérimaire. Parmi les moyennement scolarisés, c'est 44%, mais ça reste très élevé. Donc, d'une manière générale, c'est un secteur qui a de l'importance parmi les jeunes. Alors, de là à dire quelque chose des effets possibles de cette réforme, c'est difficile parce qu'il faudrait, selon nous, refaire une évaluation. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'introduire un critère supplémentaire alors qu'il y avait déjà un manque d'effets incitatifs pour les employeurs, selon nous, ça ne devrait pas améliorer la situation. Ce qu'on peut dire, c'est que vu la place importante du secteur par rapport à l'utilisation du subside, oui, il y aura certainement des économies sur le plan budgétaire, mais probablement pas d'effets incitatifs supplémentaires. Merci Mathilde Pourtois et Mathieu Delpierre d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre rapport de recherche « Quels effets des aides à l'embauche sur l'emploi des jeunes faiblement scolarisés en Wallonie ?» Une évaluation d'impact du subside Impulsion moins de 25 ans. Il est disponible sur le site internet de l'IWEPS via la rubrique Publications. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.